Bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir à l'atelier outillant lors des AIF 2020, gestion de crise par la démarche qualité. Je suis heureux, je suis Paul Laloz, j'ai en charge la démarche qualité et le développement des centres de langue à l'Institut français. Je co-animerai la présentation sur la démarche qualité avec Jean-François Hans, délégué géographique à la Fondation Alliance française. Je profite d'un petit encart pour remercier toute l'équipe de Claire Dupuis à la direction de la formation et Anaïs en particulier qui est avec nous là, pour ce webinaire, pour nous soutenir. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de faire un point d'étape des missions démarche qualité, des nouveaux outils que nous avons pu développer ensemble avec la Fondation et des évolutions proposées, notamment en termes de plateformes collaboratives, de formation à distance, démarche qualité en réponse au Covid-19. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir donc toujours à l'Institut français Célestine Bianchetti, donc responsable du pôle langue française à l'Institut français. Salut Célestine. D'accueillir Anne-Mélie Pau et Manon Havet, rédactrice auprès de la sous-direction du réseau à la DGM en charge du suivi de la démarche qualité. Bonjour. Bonjour. Accueillir Jean-François Hans, donc délégué géographique auprès de la Fondation Alliance française. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous, bonjour. Voilà, et puis d'accueillir également Manuel Benchetri, directeur des cours à l'IFRI, l'Institut français du Royaume-Uni. Salut Manuel. Aurore Jarlan, qui est directrice d'Alliance française à Rosario, donc en Argentine. Bonjour. Voilà, petit rappel, vous pouvez poser donc vos questions dans le chat. Nous tâcherons de répondre au plus près de vos questions en fin de présentation. Donc, nous aurons une très courte introduction par la DGM et l'Institut français. Et nous poursuivrons avec Jean-François une co-animation, donc une co-intervention. Et ainsi, après cette co-animation, nous aurons donc deux témoignages de réseau autour de la démarche qualité juste après. Et en fin de séance, nous aurons un large moment d'échange, c'est extrêmement important. Alors, on n'est pas en présentiel, c'est bien dommage, mais on tâchera d'avoir des retours les plus précis possibles pour vous. Voilà, je cède ma parole donc à Anne. C'est ça, Anne, si tu veux introduire donc cette présentation. Donc, Anne et Manon. Oui, bonjour, je vais me présenter rapidement. Je suis Manon Havet, chargée de mission à la sous-direction du réseau de coopération et d'action culturelle, donc à la DGM. Je suis co-référente de la démarche qualité avec l'IEP, qui va vous faire un bref rappel. Voilà, donc pour rappel, donc, le rapprochement entre l'IEF et la FAF constitue un projet politique qui a été donc annoncé par le président de la République et préconisé par le rapport Vinet afin de permettre de nouvelles synergies au bénéfice des réseaux, donc Institut et Alliance. Donc ainsi, le soutien au FLE, la diffusion culturelle, la professionnalisation des agents du réseau et la démarche qualité sont confiés à l'Institut français. Les groupes de travail entre la FAF et l'IEF ont permis d'aboutir à la signature d'une convention tripartite le 2 octobre 2019. Et si donc maintenant les relations sont stabilisées, il est important de consolider les principes de l'inaction de la FAF en synergie avec l'IEF, en respect des missions de chacun, au bénéfice toujours donc du double réseau. Afin d'accompagner le réseau des établissements culturels français à l'étranger, l'Institut français a un dispositif d'appui pour le déploiement de la démarche au sein des postes. Le retour d'expérience donc sur la mise en place de ce dispositif pour la première année est positif et nous en félicitons puisqu'en effet le travail a été réalisé en étroite coopération avec la FAF et donc la direction de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau, CE2R, au sein du ministère. D'autant plus que la démarche qualité s'inscrivant donc dans le plan stratégique de l'établissement concerné et plus globalement dans la stratégie du poste, elle a pris une dimension encore plus pertinente au regard des enjeux actuels, c'est-à-dire dans le contexte de la pandémie. L'objectif est désormais de pouvoir adapter l'offre proposée
au double réseau afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Et je vais laisser donc la parole à ma collègue Célestine Bianchi. Bonjour, alors merci beaucoup. Alors effectivement, donc on est ravis de vous retrouver ici, malgré ces conditions techniques qui ne sont pas toujours optimales. J'espère que le son passera. On commence à avoir l'habitude un petit peu de ces formats. En tout cas, je salue tous ceux qui nous ont rejoints, les collègues, les partenaires, et on est vraiment ravis de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous. Et comme le disait Paul, n'hésitez pas à réagir sur le chat, c'est précieux pour nous. Alors, en effet, je vais rebondir, je prends directement la suite de tes propos, Anne, pour parler de ces derniers mois qui ont montré, je crois, la dimension pleinement opérationnelle de la démarche qualité. Et d'ailleurs, le titre de la séquence du jour, comme le contenu, on le verra par ailleurs, reflète directement ce côté opérationnel. Et ce que les derniers mois nous ont montré sans doute, c'est bien une application pragmatique d'une démarche qualité, une mise en œuvre opérationnelle qui est au service de la performance des établissements du réseau. Je mets des mots-clés, mais parce qu'ils résonnent fortement avec ce que l'on vit aujourd'hui. Et je vais centrer mon propos, qui sera très bref, autour de ça. Si on reprend les termes de présentation, les objectifs de déploiement de cette démarche qualité, on a bien besoin de répondre à une nécessité d'amélioration d'une offre de service, la fréquentation, du développement des publics ou encore l'organisation, la performance des alliances françaises et instituts français. C'est des enjeux permanents. L'Institut français porte ce projet et pilote la démarche qualité depuis de nombreuses années. Néanmoins, on entend, quand j'énumère ces enjeux-là, leur résonance particulière avec la période actuelle. Et loin de ce concept abstrait de démarche qualité dans un premier abord, ce sur quoi la séquence du jour va porter et ce sur quoi j'aimerais porter mon propos d'introduction, c'est bien par rapport à cette dimension opérationnelle, par rapport au caractère concret d'outils que l'on va pouvoir mettre en place collaborativement avec la Fondation des Alliances françaises, avec nos partenaires et évidemment avec le réseau par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, ce qu'on aperçoit, c'est que la convergence des réflexions du réseau, elle se fait autour d'enjeux marketing, de transformation digitale rapide, par exemple, et que en constatant de notre côté le fait que l'ensemble du réseau était motivé par la même urgence, nous avions besoin de déployer notre accompagnement le plus largement possible et de favoriser sans attendre un changement d'échelle pour permettre d'accompagner justement au mieux le réseau. Je ne vais pas mordre sur la présentation qui sera faite par ailleurs, simplement compléter et dire deux mots par rapport à ce changement d'échelle, à cette évolution qui est souhaitée. Tout d'abord, il passe par la mise en place d'un dispositif d'accompagnement que nous allons vous présenter et celui-ci, il fait suite logique, je l'espère, aux webinaires qui ont été proposés entre mars et juin et qui nous ont permis d'apprendre à vos côtés, puisqu'ils nous ont permis d'aborder collectivement et de façon collaborative les défis de la crise. Alors, ce côté collaboratif a été très important, la co-construction qu'on a pu mettre en place, et puis également la dimension numérique, qui est loin d'être anecdotique. On parle de transformation digitale. Cette transformation, elle a d'abord eu lieu dans la manière dont on échangeait, dont on travaillait avec le réseau. Et puis par ailleurs, Anne, tu le rappelais tout à l'heure, le rôle de pilotage du dispositif d'appui pour le déploiement de la démarche qualité qui est mis en place et tenu par l'Institut français, ce changement d'échelle, il doit y faire écho. Et il a été pensé, et il est pensé, et nous espérons continuer à le penser avec vous, de façon à permettre de mobiliser d'une manière qu'on veut optimale les expertises du réseau et les différents partenaires. Donc, quand on parle de changement d'échelle, d'accélération et d'accompagnement par rapport à quelque chose de très concret et la gestion de crise actuelle, nous avons deux choses qui sont très importantes. C'est à la fois de créer des conditions de synergie, de proposer des moyens de réunir les expertises et puis d'avoir à nos côtés des partenaires qui nous permettent de développer des outils concrets et qui permettent d'avancer par rapport à des besoins pragmatiques. Alors voilà, ce sont juste deux mots, mais ce sont, je crois, ce qui est essentiel pour nous actuellement et qu'on veut mettre en avant. C'est donc un travail avec vous et puis une pertinence de la démarche qualité qui s'illustre parce que finalement, c'est quelque chose de très concret qui permet d'avancer. Voilà. Alors, en disant ceci, j'ai juste brossé un tableau global, mais l'enjeu était de surtout pas mordre sur ce qu'elle a dit après. Et puis, je crois que de toute façon, c'est par la présentation qui sera faite d'expérience et de la manière dont elle est mise en œuvre, cette démarche qualité sur le terrain,
qu'on sera le plus parlant. Donc, je vais m'arrêter là et puis clore mon intervention en remerciant évidemment notre tutelle, nos partenaires, la Fondation des Alliances françaises, et puis en remerciant particulièrement les 2 intervenants qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui. Voilà. Donc, Paul, je crois que c'est à toi que je recède la parole. Merci beaucoup. Et puis, je serai là pour échanger si nécessaire par la suite. Voilà. Merci beaucoup Célestine, merci Manon et Anne pour ces mots introductifs et rassurants aussi de la tutelle, c'est important aussi pour notre travail. Alors sans plus attendre avec Jean-François, donc nous allons vous présenter les tout dernières réflexions et travaux concernant donc la démarche qualité. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran ? Ok, j'ai pas de retour, donc a priori, c'est bon. Célestine, tu peux me dire si c'est bon? Puis le micro, mais tout fonctionne bien. Par contre, là, alors non, c'était bon juste avant et là, on voit ton écran. Votre top pour pouvoir démarrer la présentation. Voilà, là, c'est bon, je te donne mon top. Ok, bon, ben je démarre. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. On est toujours en lien sur WhatsApp en cas de souci. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué à distance, mais voilà, c'est le fun des webinaires. Simplement, donc pour démarrer, ce qui nous semble très important et en guise d'introduction, on est parti en fait lors des derniers webinaire que nous avons organisé, gérer un centre de langue en période de crise. En fait, le dernier webinaire, on a en fait lancé un sondage auprès des encadrants du réseau. Il y avait une 60aine de personnes qui étaient réunies pour ce webinaire et plus de 80%, 83% en fait des centres de langue se disaient impactés négativement par la crise. Donc, ça souligne combien en fait cette crise sanitaire est aujourd'hui une réalité. Et comment la démarche qualité, elle, peut être un appui, une consolidation dans une réponse à apporter pour essayer de répondre à cette crise. Un appui parce que la démarche qualité est structurante, comme nous le verrons ensemble. Elle présente de nombreux avantages. Une consolidation parce que c'est également un démarrage pour un développement possible des centres de langue à l'issue de cette crise, pendant et à l'issue de cette crise. Et ça pose un certain nombre de questions. Voilà, comment se préparer au mieux pour entrer dans la démarche qualité, avec quels outils, quel accompagnement, quel suivi. On essaiera avec Jean-François de proposer justement des solutions à partir des échanges qu'on a pu avoir, des missions que nous avons pu suivre au fil des 12 derniers mois. Et puis, deuxième partie, on évoquera ensemble l'évolution du projet démarche qualité, parce qu'effectivement, avec l'entrée dans la crise du Covid dès le mois de mars et l'arrêt du jour au lendemain en fait des missions, il fallait réfléchir pour porter une nouvelle réponse pragmatique, opérationnelle pour les centres de langue afin de répondre à leur fragilité. Et donc, on a eu cette profonde réflexion à partir du mois de mars pour anticiper donc un travail pour la suite donc de la démarche qualité. Pour démarrer, un état des lieux, un bref état des lieux, mais qui, je suppose, permettra de voir un aperçu de ce qui a pu être réalisé. Alors, en un an, on s'était vu, ou en tous les cas, on avait présenté lors des derniers AIF, en juillet 2019, le nouveau référentiel Institut français, Alliance française, et un nouveau démarrage en fait autour de missions démarche qualité, avec un appel à projet qui s'est tenu à la rentrée 2019 et qui a démarré donc en 2020. Très brièvement, donc une douzaine de missions ont pu se tenir, dont la moitié en réseau Alliance française ou en double réseau. En l'occurrence, il y a eu le Vietnam, la Bosnie avec aussi une expertise, l'Argentine, l'Ukraine, l'Arménie, l'Ukraine et l'Arménie qui faisaient l'objet d'ailleurs de missions préparatoires, la Lettonie et la Tunisie avec des missions de formation de type régional.
mais aussi cette année en 2020, dans le cadre de l'appel à projet à Chypre, pour un double réseau, le Rwanda, donc pour une mission préparatoire, El Salvador pour une mission également de formation régionale. Je salue d'ailleurs la présence de Stéphane, et également l'Allemagne plus récemment, donc juste avant le confinement. Donc voilà, l'ensemble des zones en un an de travail, toutes ces zones ont pu être touchées, ce qui pour nous est extrêmement important. Des doubles réseaux, des réseaux en IF, des réseaux en AF, et on a quand même pu faire ressortir un certain nombre de points convergents, importants, notamment lors de formations régionales, des échanges de pratiques extrêmement poussés et extrêmement bien perçus par les participants. Ça, c'est quelque chose à souligner parce que c'est un point essentiel dans la poursuite et l'évolution du travail que nous allons vous proposer. Le partage de ressources également. Partage de ressources qui souvent fait défaut puisqu'il n'y a pas de boîte à outils commune au réseau, et c'est justement un point sur lequel nous avons avancé et nous allons vous présenter. Une grande motivation aussi des différentes personnes liées à la démarche qualité, et ça c'est extrêmement important dans la mise en route d'une démarche qualité au sein d'un réseau ou d'une région. Et puis, la mise en route donc d'un plan d'action en partant de livrables opérationnels qui parlent à tout le monde. Voilà. Donc, cet appel à projet 2020, en termes de réaliser, il s'est réalisé en partie, en réalité, donc jusqu'au confinement du mois de mars, avec un certain nombre de missions qui se sont tenues. Mais là où il y a la réflexion qu'on essaye de porter, c'est de poursuivre donc cet accompagnement de formation, cette volonté aussi de pouvoir continuer autour de l'appel à projet 2020 pour les pays qui n'ont pas encore reçu donc ces formations ou ces expertises, d'où l'idée d'une évolution de la démarche qualité à distance, et cela concerne notamment donc le Bénin, le Brésil, Chypre pour une deuxième mission donc de formation, l'Inde, le Pérou, le Royaume-Uni et également le Rwanda, puisque au Rwanda on attend donc l'ouverture d'un nouveau centre en 2020. Donc l'idée ici, c'est de faire évoluer la démarche qualité sous sa forme de formation à distance, on y reviendra avec Jean-François tout à l'heure, et aussi de pouvoir pouvoir suivre un schéma de post-formation à distance également, à travers la mise en place d'une plateforme collaborative, Waller. On y reviendra tout à l'heure également. À la suite donc de cet état des lieux, peut-être avant de passer aux avantages, je vais céder la parole peut-être à Jean-François. Jean-François, est-ce que tu veux rajouter quelques mots? Non, juste dire un mot, à savoir que… Brancher ton micro peut-être. Pardon, je pense que c'est bon, je pense. C'est bon. Le Covid, évidemment, stoppe les missions en cours et notamment la mission en Inde qui devait avoir lieu la première semaine d'avril. Voilà, pour rappeler que, encore une fois, le dispositif a été brutalement interrompu par la crise. Absolument. Voilà. Jean-François, je laisse en fait le micro ouvert, comme ça tu peux intervenir quand tu le souhaites, ce sera plus pratique. Alors effectivement, un point très important qui ressort des missions démarche qualité, c'est souvent on nous pose la question, c'est très sympathique ces missions, mais quels avantages en fait propose la démarche qualité? En réalité, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'aujourd'hui, la démarche qualité permet justement d'être extrêmement pragmatique. Et là, je vais vous exposer quelques exemples basés de retours terrain, tout simplement, qui se sont passés là, lors de l'année écoulée. Tout d'abord, c'est extrêmement important pour améliorer le fonctionnement en fait, d'un centre. Souvent, en discutant lors des missions de formation, on s'aperçoit que les rôles ou les missions de chacun ne sont pas forcément très bien définis. Donc, ça aide en fait la directrice, le directeur de l'établissement d'une alliance à reconfigurer les rôles et les missions de chacun, d'améliorer aussi une communication interne, puisque la base de la formation en démarche qualité est basée également, enfin surtout autour de la communication, et souvent c'est quelque chose que l'on remarque. La communication interne, il manque parfois des liens entre des secteurs d'activité qui sont encore trop centrés sur leurs propres objectifs. Et également,
un travail autour de l'accueil. C'est très fréquent. Par exemple, en début d'année, on était parti avec Laurence Lalaton, donc de la Fondation Alliance Française, que je salue. Je sais que tu es aussi dans le chat, Laurence, à Chypre, où à l'Institut français, il y a un très, très bel accueil, très large. Et donc, du coup, sur la base d'une réflexion, on est parti sur une idée d'optimiser cet espace en créant davantage de liens et justement, par la démarche qualité, de faire identifier à travers l'accueil des points qui étaient pas forcément aussi évidents que cela. Donc, améliorer le fonctionnement, c'est un point essentiel. L'autofinancement et développer les établissements. Alors là, effectivement, aujourd'hui, c'est un avantage crucial. Enfin, c'est un point essentiel de la démarche qualité en période de crise, puisque la démarche qualité va vous permettre de préparer l'après, de préparer la reprise, une sorte de balise de terrain qui permet de fixer des orientations et d'optimiser le travail de l'ensemble des équipes. On parle souvent d'autofinancement pour les instituts français, de tendre vers l'autofinancement. Alors, les alliances françaises, effectivement, c'est déjà de fait un autofinancement et de survie pour les alliances. Mais effectivement, la démarche qualité permet de préparer véritablement le terrain en vue d'un développement. Et souvent, c'est des questions qui nous sont posées en mission. Voilà, Paul, qu'est-ce qui va manquer en fait? Sur quoi je dois travailler pour essayer de préparer le développement de mon alliance ou du réseau de mon institut? Piloter et conduire le changement et non le contrôler, ça c'est également un point extrêmement important et un avantage sérieux de la démarche qualité, encore une fois, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, de pilotage, parce que la démarche qualité fixe des objectifs et permet d'assurer, de mettre en place son plan d'action. Ça permet également de valoriser les équipes, donc c'est là où on n'est pas du tout en termes de contrôle, mais d'accompagnement des équipes. Là, tout simplement, par exemple, on s'aperçoit qu'à travers, depuis le mois de mars, à travers les webinaires, les échanges qu'on a pu avoir, le nombre de personnes, d'instituts d'alliance française qui se sont mis à utiliser ces outils numériques, d'où formation aussi aux outils numériques, notamment des plateformes, on y reviendra, des réseaux sociaux également. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important, afin de préparer la professionnalisation des équipes. Professionnalisation vers les outils numériques semble un enjeu extrêmement important pour les mois qui viennent. La professionnalisation qui est également un axe, un fil conducteur de la démarche qualité, parce qu'autour d'un travail autour de la qualité, on s'aperçoit assez rapidement, au final, les manques de compétences ou les compétences qui doivent être améliorées afin d'optimiser le travail des équipes. J'ai souvenir notamment en Argentine, lorsque nous étions en Argentine, je pense qu'Aurore pourra le préciser tout à l'heure, mais effectivement, avec le travail effectué avec la coordinatrice de l'Alliance française, Nathalie, nous avons aperçu effectivement, lors de la formation des démarches qualité, d'un travail qui devait être amélioré, d'une compétence en direction de l'Alliance française qui devait être développé au sein du réseau argentin. Un autre avantage de la démarche qualité, c'est encourager les échanges et partager les bonnes pratiques. On s'en est aperçu justement avec l'ensemble des webinaires qui se sont développés depuis le mois de mars et conduits notamment par l'Institut français, que ces échanges de pratiques étaient un fait incontournable en fait autour de la démarche qualité, de pouvoir confronter ces pratiques et en lien aussi avec la mutualisation de ressources partagées. Les deux sont également extrêmement associés, afin à la fois d'identifier les besoins de ressources et d'éviter de refaire éternellement les mêmes outils alors qu'ils sont à disposition chez le voisin, tout simplement. Donc, l'idée aussi de la démarche qualité, c'est de proposer une boîte à outils. Et cette boîte à outils que l'on retrouvera notamment sur la plateforme Waller, on y reviendra tout à l'heure. Un dernier point extrêmement important comme avantage de la démarche qualité, c'est la formalisation, de faire en sorte que la démarche qualité puisse être pérenne au sein des établissements, au sein des alliances françaises, pour qu'on puisse servir de transmission. Une transmission, parce que très souvent, on a des agents de droit local ou des personnes qui arrivent au sein de l'établissement et au moment du départ, il semble extrêmement important de pouvoir passer le témoin et de transmettre le travail réalisé.
Et souvent, ça, c'est un argument de poids pour ces équipes, c'est de dire finalement, c'est important, voilà, j'ai travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans au sein d'une alliance française, j'aimerais que mon travail puisse être reconnu et transmis. Et là, la démarche qualité permet de poser les galons, de formaliser l'ensemble du travail effectué pour faire en sorte que ce travail puisse se faire tranquillement. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, peut-être, Jean-François? Peut-être voilà, insister sur le fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de la crise, c'est notre capacité d'adaptation qui, grâce à la démarche qualité, peut être largement démultipliée. C'est-à-dire que lorsque l'on revoit les avantages, ils sont nombreux, mais certaines alliances françaises seront impactées par certains plus que par d'autres, de la même façon que la crise les touche d'une façon différente. Donc, dans certains cas, c'est professionnaliser les équipes qui va être essentiel. Dans d'autres cas, c'est la capacité d'autofinancement qui va faire la différence. Donc, encore une fois, à l'amélioration, il y a aujourd'hui la capacité d'adaptation dans un contexte de crise extérieure. Voilà ce que je vous proposais d'ajouter. Merci Jean-François. Encore une fois, n'hésite pas à m'interrompre dans ma présentation. Alors, quelques outils, évolution d'outils, justement, aujourd'hui, par rapport à notre première en fait, présentation en juillet dernier, ensemble avec la Fondation française et la DGM, nous avions présenté donc le nouveau référentiel commun de la démarche qualité IFAF. Alors, sur ce terrain-là, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un document cadre de référence. C'est absolument pas un outil utilisable en fait en formation. En tous les cas, pas dans sa version totale. Ce qui est important de retenir, c'est que ce référentiel sera amené à évoluer très certainement, et évoluer aussi dans le sens de la crise que nous connaissons, bien évidemment, sur toute une série de problématiques. Je pense au développement durable, à l'égalité femmes-hommes, mais pas seulement. Donc, on restera aussi à l'écoute du terrain pour faire évoluer ce référentiel. Un autre outil que nous avions présenté l'année dernière et qui va prendre tout son sens en fait dans le nouveau dispositif que nous allons vous proposer, c'est ce MOOC, cette formation à distance, s'initier à la démarche qualité, ou plus exactement le SPOC, puisqu'il s'agit d'un Small Private Online Course, c'est-à-dire en fait un MOOC fermé au réseau culturel français à l'étranger. Et ce SPOC d'une trentaine d'heures permet de s'initier à la démarche qualité et en fait de pouvoir intégrer une formation plus complète de formation à distance autour de la démarche qualité que nous allons vous proposer dans un instant, afin de pouvoir former les référents démarche qualité, je vais y revenir, et aussi l'ensemble des équipes qui sont associées. Cette formation a donc un cursus d'une trentaine d'heures qui est complètement à la demande et qui est suivi par une personne référente afin de répondre aux questions des participants de ce SPOC, de cette formation donc à distance. Deux nouveautés pour cette année. Tout d'abord, le Vademecum. Le Vademecum que vous connaissiez peut-être, vous avez peut-être utilisé par le passé, qui était un document Institut français. Il a été cette année totalement réactualisé afin de proposer un enrichissement tant au niveau contenu qu'au niveau de sa forme. Un document extrêmement vaste, à peu près 90 pages, qui vient d'être mis en ligne en fait sur la plateforme Waller, donc vous pourrez la retrouver. Je vais revenir pour les personnes qui n'ont pas encore d'accès à Waller, cette plateforme que nous mettons en place pour les centres de langue. Donc, Vademecum très enrichi, évidemment avec toute la problématique Alliance française, qui est donc mis en avant. Notamment, on a également tenu à avoir une page spécifique aux réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, ça prend tout son sens en fait dans cette période de crise. Et nous avons également rajouté un lexique qui permet d'introduire un certain nombre d'éléments constitutifs aux questions démarche qualité et au pilotage d'établissement. Et également, donc, un deuxième outil extrêmement important, et là je vais laisser céder la parole à Jean-François pour le présenter, il s'agit du livret d'accompagnement à la démarche qualité pour les alliances françaises, avec 5 fondamentaux. Jean-François, je te laisse.
Oui, absolument. 5 fondamentaux de la démarche qualité, définir sa stratégie et faire en sorte qu'on ait une bonne gouvernance, concevoir son offre de cours, organiser et animer les sessions de cours, mais aussi les certifications, concevoir sa programmation culturelle et valoriser la médiathèque, et enfin, gérer son établissement. Et ça, bien évidemment, il faudra prendre en compte les ressources humaines, les locaux et la gestion financière. Peut-être rappeler que cet outil, qui est le dernier né, n'est-ce pas, Paul, qui est un outil d'une quinzaine de pages, extrêmement utile, extrêmement accessible, à la portée de tous, c'est-à-dire de tous ceux qui, dans une alliance française, petite ou grande, vont s'impliquer dans la démarche qualité. Donc c'est aussi un document qui s'adresse aux présidents et aux présidentes d'alliances françaises, aux membres des comités et aux équipes qui accompagnent ces comités. Alors, dans un premier temps, on a une présentation de la démarche qualité de façon extrêmement claire et précise. On vous dit comment procéder. On vous rappelle qu'il y a d'abord un état des lieux à faire, qu'il y a une définition de la stratégie et enfin à mettre en place un plan d'action. Et puis après, on détaille les 5 fondamentaux. C'est véritablement le type de document qu'on a envie d'avoir avec soi. Je te disais, Paul, ce matin, que moi, j'ai envie d'avoir dans ma poche. Qu'en format B5, c'est vraiment le petit livret, ça porte bien son nom et c'est très pratique. Alors, je crois que c'est très utile pour tous ceux qui entrent dans la démarche qualité, pour tous ceux aussi qui entrent dans une alliance française et qui n'ont pas eu jusqu'à présent l'habitude de travailler au sein d'une alliance française. C'est véritablement très accessible pour tous. Et j'ajouterai enfin que les dernières pages qui s'intitulent « Mon carnet de notes » permet de noter très précisément l'état des lieux de son alliance, qu'est-ce que je peux améliorer et comment je peux mettre en œuvre les améliorations. Donc c'est véritablement un complément indispensable, à la fois, encore une fois, pour les petites et moyennes alliances, mais pourquoi pas aussi pour toute alliance française, même de taille plus importante, qui souhaiterait, notamment au sein d'une équipe, faire connaître la démarche qualité pour la première fois. Merci Jean-François. Alors effectivement, le livret d'accompagnement est maintenant prêt. Il sera également posté sur Weller ces tout prochains jours. Autant le livret que le Vademecum seront également disponibles sur le site de l'Institut français et sur le site de la Fondation des alliances françaises, bien évidemment. Poursuivre. Oui? Non? Sur la partie outillant toujours, s'agissant de l'autodiagnostic commun Institut français, Alliance française, il reprend en fait en réalité, c'est sous forme de formulaire interactif PDF par processus du référentiel permettant donc d'établir un état des lieux de son alliance ou de son institut à un temps donné. Et c'est un document extrêmement important puisque évolutif lorsqu'on met en place la démarche qualité et quand on rentre dans une démarche d'amélioration continue. Donc cet outil-là est également utilisé et sera disponible en ligne. Un point extrêmement important et essentiel de la démarche qualité, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la mise en place d'une boîte à outils et de ressources communes. On l'avait brièvement évoqué l'année dernière aux AIF. Aujourd'hui, ça devient réalité grâce à la plateforme que nous avons mis en place en juin dernier. Je vais revenir dans le prochain slide. Cette boîte à outils permettant justement de créer un lien avec l'ensemble des documents cadres utilisés par le réseau des alliances françaises et des instituts français. Donc, nous travaillons avec la Fondation des alliances françaises pour à la fois centraliser les documents cadres côté alliance française et documents cadres côté institut français. Il sera amené à évoluer énormément et de manière massive à partir du mois de septembre et en 2021, puisque la plateforme que nous avons choisie accueille cette possibilité de box, qu'il appelle cet outil-là, donc de boîte à outils, permettant justement la mise en place de ces ressources. Ce travail lié à la boîte à outils sera assuré côté IF par Frédéric Guillaume, avec moi, pour constituer de manière progressive tous les outils du réseau culturel. Revenons, si vous voulez bien, à la réponse justement à la crise actuelle que nous avons pu
constater et suivre avec beaucoup d'intérêt. On a, comme le disait Célestine tout à l'heure, l'Institut français, en l'occurrence, s'est mobilisé dès le mois de mars avec l'organisation d'un certain nombre de webinaires dans le cadre d'IF-Prof. Et ces webinaires se sont poursuivis avec d'autres webinaires à l'attention d'un public plus d'encadrants, donc de directeurs, directrices d'alliances, d'instituts français et de tout responsable de centres de langue pour constituer un travail collaboratif et partagé avec le réseau et notamment les centres de langue du réseau. Ça poursuit en fait l'arrêt total des missions démarche qualité et on se devait de donner une réponse pour faire corps et poursuivre le travail qui avait été engagé auprès des démarches qualité qui est si important pour le réseau. Nous avons choisi pour ce faire une plateforme. Cette plateforme s'appelle Voileur. Alors, contrairement à son nom, c'est une plateforme française développée par une petite équipe, mais qui protège les données. Pour nous, c'est un point extrêmement essentiel comme solution trouvée. Il s'agit d'une solution intégrée avec en particulier trois points importants. Ça nous permet de mettre en place et d'organiser des webinaires, c'est ce que nous avons pu faire, avec l'organisation de 3 premiers webinaires diriger un centre de langue en période de crise du Covid-19. Ces webinaires ont permis de poser, en l'occurrence, 2 problématiques, une sur l'hybridation de parcours et l'autre problématique sur le marketing des cours. Ces webinaires suivaient un peu l'orientation qui avait été donnée avec deux intervenants du réseau, IF et AF, et puis une personne extérieure, prestataire expert, qui apporte un témoignage supplémentaire avec une consolidation, une proposition de structuration. Et à l'issue de ces 2 premiers webinaires, on a pu alimenter d'outils de co-construction de livrables, puisque les 2 premiers webinaires se sont poursuivis à travers de chats sur Voileur. Les 2 premières fiches sont actuellement sorties et sont disponibles au sein de la boîte à outils commune donc, de Voileur, qui s'appelle la Box. La première fiche autour de la notion de parcours hybride qui a été proposée par le Centre linguistique appliqué et une nouvelle fiche autour du marketing des cours qui a été donc conçue et réalisée, co-construite et réalisée avec le soutien du Cavilam. Donc, toutes ces 2 fiches sont maintenant disponibles sur Voileur ainsi que les vidéos en replay. Donc, vous pouvez tout à fait consulter tout ce travail qui a donc démarré. Organisation donc de webinaires, mais pas uniquement, puisque cette plateforme permet de mettre en place un forum d'échange, c'est ce que nous souhaitions pour le réseau, afin d'assurer un travail collaboratif, pour vous permettre de partager vos expertises, donc en termes de consolidation de compétences dans le réseau, et de partager les bonnes pratiques et les outils existants. D'où l'idée de cette boîte à outils afin de structurer et de formaliser ces bonnes pratiques sur des problématiques qui seront poursuivies à partir du mois de septembre, puisque nous aurons une nouvelle session à partir du 23 septembre sur la problématique des ressources humaines et ressources humaines pour l'équipe pédagogique. Et enfin, donc, cette mise en place de boîte à outils donc, qui est actuellement commune, l'idée étant de partir sur la co-construction de livrables, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette idée descendante, mais bien au contraire, que le réseau puisse s'approprier cette plateforme et co-construire ensemble un certain nombre de livrables, de ressources communes, donc aux 2 réseaux, Alliance française, Institut français. Jean-François, je crois que tu veux… Oui, juste un mot pour dire que cette boîte à outils, aujourd'hui, est essentielle. On est à un moment où les alliances françaises et les instituts revoient leur offre de cours, travaillent à de nouvelles offres, et il est important qu'on puisse partager le travail exercé, le travail effectué, que les groupes de travail qui se mettent en place dans les réseaux puissent échanger ces documents et qu'enfin on puisse partager l'ensemble du travail sur ces domaines-là, tout particulièrement. Encore une fois, la crise aujourd'hui fait que ces sujets-là sont travaillés quasiment tous les jours, mais qu'il faut maintenant pouvoir partager ce qui est fait. Ça permet de gagner du temps et ça aide et ça répond à une demande, notamment à la Fondation. On nous sollicite souvent depuis quelque temps sur ces livrables et il faut qu'on puisse les trouver sur cette boîte à outils, ou dans cette boîte à outils.
Absolument. Je tiens à préciser, petite parenthèse, pour les alliances et les instituts français qui ont déjà fait l'objet donc d'une formation à la démarche qualité. Je vous invite à vous pencher véritablement sur cette plateforme pour voir ensemble de quelle manière nous pourrions poursuivre ce travail. Alors, j'ai eu un certain nombre d'entre vous, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour voir ensemble, étudier ensemble les nouvelles modalités que nous pourrions mettre en place afin d'assurer cette poursuite et cet accompagnement à la démarche qualité. À ce jour, nous avons 190 inscrits donc d'encadrants de centres de langue. Donc, je vous incite vivement à venir nous rejoindre à démarchexqualité@institutfrançais.com. Faites-en la demande et puis nous vous répondrons avec grand plaisir afin que nous puissions ensemble développer ce travail. Au niveau de la démarche qualité et du nouveau projet, de l'évolution que nous souhaitions de la démarche qualité pour la deuxième partie 2020 et 2021, donc toujours liée à la crise de la Covid, nous souhaitons installer la démarche qualité à la portée de tout le monde. L'idée étant de pouvoir que le réseau puisse s'approprier la démarche qualité et puisse bénéficier à une heure qui est quand même très compliquée des avantages de la démarche qualité. Aussi, nous proposons un accompagnement en formation, un accompagnement et un suivi à un niveau global et plus limité à une dizaine de pays sous la forme existante actuelle de l'appel à projet, comme l'appel à projet de 2020. Donc, cette nouvelle modalité prend corps puisque nous sommes en train de mettre en place donc, cette formation à distance, installer et faire vivre la démarche qualité afin de répondre au plus grand nombre et de la manière suivante. Tout d'abord, nous souhaitons mettre en avant, former et mettre en avant donc, les référents démarche qualité. C'est un moyen essentiel afin d'installer les démarches qualité au sein des établissements sous un format plus régional. Et cette formation des référents qualité va prendre forme en 2 points. Le premier, c'est déjà s'initier à la démarche qualité, parce qu'on peut être référent démarche qualité, mais on n'a pas forcément toutes les notions de la démarche qualité. On peut connaître la qualité, mais on ne connaît pas forcément la démarche qualité telle qu'elle a été instituée pour le réseau des instituts français et alliances françaises. Et dans ce sens-là, le SPOC va aider à former ces référents démarche qualité, mais pas uniquement. On insistera à partir de la rentrée de septembre à une formation afin de permettre aux référents démarche qualité d'animer une formation digitale auprès des équipes qui devront ensuite accompagner et suivre à la démarche qualité. Ce travail aussi prendra corps afin que les référents démarche qualité puissent coordonner la mise en place d'une boîte à outils au niveau local en lien étroit avec la Fondation et nous, donc un institut français, puisque la boîte à outils, comme je l'ai expliqué, est maintenant une réalité et présente sur la plateforme Voilà. Un deuxième point que je souhaitais également évoquer avec vous, c'est la structuration de ce réseau référent démarche qualité à un niveau local, régional. L'idée étant sur un niveau global, un changement d'échelle, comme l'évoquait Célestine tout à l'heure, c'est de pouvoir accompagner et déployer des démarches qualité avec, pour le côté des réseaux Alliances françaises, des coordinateurs qui sont de fait référents démarche qualité, et au sein du réseau Institut français, de pré-identifier la personne ressource, la personne relais, qui serait la plus à même, justement, à accompagner, à mettre en place la démarche qualité au sein d'un établissement ou au sein d'un réseau. Et pour ce faire, nous proposons un calendrier qui est le suivant. D'ici la fin de l'année, nous souhaitons, pour les pays déjà engagés dans la démarche qualité, en l'occurrence ceux qui ont donc répondu à l'appel à projet 2020, de pouvoir les former, les accompagner à distance afin qu'ils puissent bénéficier de la démarche qualité. Ils sont nombreux. On va avoir donc, le témoignage de Manuel dans un instant, mais effectivement, les pays concernés aujourd'hui, c'est donc l'Inde, tu l'évoquais, Jean-François, bien sûr, le Bénin, le Royaume-Uni, donc le Brésil, le Pérou, Chypre et le Rwanda. Et à partir de 2021, nous
nous proposons donc un prolongement avec l'organisation donc de séminaires, avec une approche sous forme de séminaires régionaux à la démarche qualité, pour qu'on puisse avoir une démarche qualité à la portée donc, de tous. Jean-François, tu veux peut-être compléter ? Non, juste ajouter qu'évidemment, ces séminaires régionaux vont ainsi, comment dirais-je, compléter ce qui était pour le réseau des Alliances françaises essentiel, c'est-à-dire des réunions régionales qui permettent, dans des parties du monde comme l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, de réunir des alliances françaises qui ainsi pourront ensemble aller de l'avant. Donc c'est évidemment quelque chose que nous appelons de nos voeux et dont nous nous réjouissons. Alors, la question qui se pose, c'est comment bien se préparer. C'est souvent les questions qui reviennent le plus souvent avant de se lancer dans la démarche qualité. Donc là, j'essaierai de faire apparaître, en tous les cas, les points qui ressortent le plus des missions de formation qualité pour bien s'inscrire dans la démarche qualité. La formation, tout d'abord. La formation, c'est la mise en place d'une sensibilisation en fait, à la démarche qualité. L'idée étant de pouvoir que les participants puissent être des précieux relais de communication et d'information auprès des équipes auxquelles elles sont rattachées et auxquelles elles devront en fait ensuite faire le relais. Donc, bien sensibiliser à la démarche qualité, c'est un objectif déjà extrêmement important. Ensuite, le deuxième objectif de ces formations, c'est d'acquérir une méthodologie de travail. Quand on souligne la méthodologie de travail, c'est-à-dire de pouvoir poser un diagnostic de son établissement, mais pas uniquement, ça peut être poser son diagnostic aussi de son secteur d'activité, et avec l'aide de l'outil que je proposais tout à l'heure, un autodiagnostic, et assez rapidement de pouvoir voir effectivement les dysfonctionnements, en tous les cas les points qui demandent amélioration à mettre en œuvre. Élaborer un début de plan d'action, donc ça c'est un troisième point aussi en termes de formation autour de l'autodiagnostic. Et ici, l'élaboration d'un début de plan d'action, c'est en réalité essayer de prioriser son action. Il est hors de question en fait d'avancer tout bout de champ sur des dizaines et des dizaines d'indicateurs, ce qui serait un travail absolument considérable et à contre-courant de ce que souhaiteraient les équipes, mais de voir avec les équipes comment prioriser son action, peut-être en commençant tout simplement avec un objectif, un livrable, qui parle à tout le monde. Par exemple, lors de la formation qui s'est tenue à San Salvador et aussi en Allemagne, à Berlin, les équipes se sont mis d'accord sur un travail commun autour d'un livret d'accueil. Ce livret d'accueil, ça parle au centre de langue, ça parle au secteur culturel, ça parle à la médiathèque, ça parle à tout le monde. Donc là, effectivement, de pouvoir s'accorder autour d'un premier livrable, c'est une première pierre qui permet de se mettre et d'enclencher la démarche qualité sans brusquer l'ensemble des équipes. Et je propose de terminer ensemble cette présentation avec Jean-François sur quelques points qui nous paraissent très importants, qui ont été relevés lors des missions démarche qualité. Le premier point, c'est le leadership. Le leadership, c'est-à-dire en réalité comment le projet va être porté. Il est absolument essentiel d'associer dès le départ son COCAC. Alors, le projet peut être porté par une coordinatrice, un coordinateur d'Alliance française, une directrice, un directeur d'Alliance ou d'Institut français, mais le projet doit être soutenu par le COCAC. C'est un point absolument essentiel pour la bonne mise en œuvre donc, de la démarche qualité. Ensuite, un point extrêmement important, c'est l'engagement. L'engagement du référent qualité, du référent démarche qualité. Son engagement est absolument crucial puisque c'est là que les choses vont commencer à prendre forme. C'est-à-dire qu'il doit être le relais en termes de communication et d'information auprès des équipes. Il dépend donc aussi du leadership, d'où l'intérêt du leadership. Mais effectivement, c'est lui qui va communiquer, informer dès le départ à la démarche qualité de manière progressive autour de la démarche qualité pour que petit à petit, les choses puissent prendre forme. Un troisième point extrêmement important, c'est l'adhésion de l'équipe. Vous l'aurez compris, on ne peut pas avancer dans la démarche qualité sans l'adhésion de son équipe. Ça, c'est une certitude. D'où les avantages
à traduire, à faire traduire auprès des équipes et de rester simple, un objectif, un livrable pour que l'équipe puisse s'approprier et adhérer au projet. Et enfin, donc, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la fluidité de l'information et de la communication. Un projet autour de la démarche qualité, ce qui est essentiel, c'est de démarrer à l'avance, de s'y prendre en temps et en heure, de ne pas brusquer les choses et de bien informer de toutes les étapes qui seront mises en place pour démarrer sereinement la démarche qualité. Voilà quelques points qu'on a pu noter, donc de retour d'expérience tant avec la Fondation qu'au niveau de l'Institut français, mais qui semble important de partager avec vous. Pardon, Paul, peut-être un mot sur les coordinations. Oui. Elles étaient déjà nombreuses pour un certain nombre, elles ont succédé aux délégations générales, mais l'année écoulée, de nouvelles coordinations se sont mises en place. Donc, il ne faut pas hésiter à ce que les alliances françaises de toute taille, petite, grande ou moyenne, s'adressent au poste et notamment à la personne qui est en charge de la coordination. Elles sont nombreuses maintenant et doivent être les référentes dans ce domaine. Très bien. Voilà, nous avons terminé la première partie de ce webinaire. Nous allons, je propose, bon, je vais arrêter mon partage d'écran pour laisser la place à mes collègues, voilà. Et en l'occurrence à Manuel. Manuel, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de témoignage? Alors, Manuel, donc, tu es acteur des cours Comini à Londres. L'idée de ton témoignage vous semblait intéressant puisque vous allez entrer dans la démarche qualité prochainement et vous avez choisi donc de le faire à distance. Enfin, choisi, presque obligé de le faire à distance. On n'a pas vraiment choisi, mais l'émission était prévue initialement au mois de mai. Vous n'avez pas trop eu le choix. Absolument. Donc effectivement, ton témoignage est intéressant à ce niveau-là. Complètement. Donc, je vais essayer d'aller le plus vite possible, parce qu'il s'agit uniquement d'un témoignage et qui porte justement, qui concerne l'ensemble des centres qui sont, comme nous, à l'orée de cette mise en œuvre de la démarche qualité. Donc, les questions qui se posent sont des questions plutôt d'anticipation. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Paul? C'est bon? C'est bon? Ok, très bien. Ouais. Donc, la démarche qualité au Royaume-Uni, c'est un projet qui a commencé à être mis en œuvre suite à l'appel à projet 2020 et qui était brusquement interrompu suite à la crise. Donc, les questions qui se posent, il y en a deux. La première, c'est est-ce encore pertinent dans ce contexte de crise où les équipes sont surchargées de travail? Alors, évidemment, on aura compris que c'est un peu une question rhétorique. Et puis, dans cette perspective-là, quel peut être le soutien de l'Institut français? En quoi est-ce que l'Institut français pourrait nous aider? Alors, quelques petits éléments de contexte très rapides. Le Royaume-Uni, c'est 12 centres de langue, Alliance française, Institut français, qui représentent environ 15 000 apprenants pour 200 professeurs. Donc, c'est un des réseaux les plus importants en Europe et qui ressemble à cela. Alors, mes excuses par avance pour Jersey, qui n'apparaît pas sur cette carte pour respecter le format carré, mais il y a aussi Jersey. Et les circonstances que tout le monde connaît, le confinement, le basculement général de nos cours en ligne, qui désormais ressemble à ceci. Et ce contexte, ces circonstances très particulières qui posent de nouveaux défis, de nouvelles questions, un nouvel environnement, de nouvelles urgences, des agendas plus denses, qui sont tous plus ou moins articulés par ce dénominateur commun qui est la transformation digitale, qui est sur toutes les lèvres désormais, et puis les dossiers qui font notre métier habituel, le marketing, la communication, la sécurité, les ressources humaines, les finances. Donc, je vais faire un petit coup de projecteur sur certains de ces aspects. D'abord, qui est peut-être un des plus importants, qui est le marketing et son prolongement par la communication. La question qui se pose dans ce domaine-là, c'est comment reconfigurer l'offre de cours.
répartir entre présentiel et online, comment créer de nouvelles offres, et puis face à ce nouvel environnement, comment saisir les opportunités, attirer de nouvelles cibles, continuer à fidéliser nos étudiants actuels, dont certains pourront peut-être décider d'aller voir ailleurs, et comment stimuler nos ventes de façon proactive, c'est-à-dire pas uniquement en faisant une publicité dans le métro et espérer que ça fonctionne, mais véritablement en ayant des prévisions de résultats et des mesures de ces retours sur investissement. Et puis comment, dans le prolongement de l'idée du livret d'accueil, comment créer des parcours clients fluides, satisfaisants, qui permettent d'accélérer l'acquisition de nos clients, la conversion, et tout ça, bien sûr, dans un contexte digital. Les ressources humaines, dans ce contexte de crise, dans ces circonstances très particulières, tout le monde a pu expérimenter la difficulté à gérer les équipes à distance. Donc, c'est une grande question qui se pose à cet endroit-là. Comment faire pour adapter nos méthodes de travail qui traditionnellement étaient orientées sur le présentiel, et puis évidemment la formation des enseignants au format en ligne, qui est un point qui concerne tout le monde dans le réseau actuellement. Tout ça s'articule, comme je disais tout à l'heure, par un dénominateur commun qui est la transformation digitale. Alors, je fais 2 petites mises en exergue, mais il y en a plein d'autres en vérité. Ce besoin crucial qui est de disposer de statistiques en temps réel pour guider la décision, et d'un outil qui permet des automatisations pour aller plus vite et pour concevoir, piloter et évaluer notre activité en digital et prendre les décisions qui s'imposent. La question qui se pose, c'est est-ce que dans tout ça, est-ce que la démarche qualité, est-ce que c'est encore utile? Est-ce que ça correspond bien à ces questions-là? Est-ce que ça correspond bien à nos priorités, à nos préoccupations du moment? Il suffit de regarder le sommaire du référentiel qualité tel qu'il a été publié l'année dernière pour s'apercevoir que oui, effectivement, comme je disais, c'est une question rhétorique. Oui, effectivement, chacune de nos questions trouve une réponse ou en tout cas une question articulée en écho dans le référentiel qualité. J'en mets quelques-unes en relief, mais on pourrait les voir une par une. La première, et pas des moindres, c'est concevoir l'offre de cours, comme je disais tout à l'heure, prospecter, communiquer, c'est le marketing, la communication, gérer gérer les équipes à distance, donc voilà, gérer, c'est le numéro 9, gérer les ressources humaines, et enfin la logistique numérique et informatique. Donc on voit qu'effectivement il y a bien un intérêt, et la question qui se pose par rapport à ça, c'est comment l'Institut français peut nous aider. Donc la question que nous on se pose ici au Royaume-Uni, les besoins qu'on a déterminés sont les suivants. Alors c'est dit de manière un petit peu différente, mais finalement ça a été dit auparavant par Paul en utilisant d'autres mots. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est comment, alors je vais le dire de manière très familière, mais comment est-ce qu'on met un coup de starter, comment est-ce qu'on démarre, comment est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on se jette à l'eau, avec 2 étapes importantes, je dirais. L'idéation, qui est celle de, comme le disait Paul tout à l'heure, de lister les choses à faire, les choses qu'on pourrait faire, et puis en déterminant des priorités, en les hiérarchisant. Et puis l'accompagnement de la part de l'Institut français, très important. J'ai mis le mot, alors désolé pour les académiciens, de coaching, alors on pourrait dire d'accompagnement personnalisé, mais finalement je pense que en interne, dans la plupart des postes, les compétences existent, mais la ressource rare et précieuse qui est le temps est moins présente, et on est un peu, bien sûr la démarche qualité est là pour ça, on est un petit peu parfois accaparé par les urgences, et ce soutien à réseau en termes de coaching pourrait nous aider justement à lever le nez du guidon et à nous aider à faire des points d'étape réguliers pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on est bien toujours en train d'y aller. Et je continue dans le prolongement, je fais un petit peu de la reformulation de ce que disait Paul, mais la plateforme Waller notamment permet déjà de fédérer le réseau et d'en fédérer les expertises en mettant à disposition, en favorisant, en mutualisant la création d'outils qui peuvent être utilisés en commun, donc des livrables outillants.
En formation, je passe dessus puisque Paul en a bien parlé déjà. Alors, si je peux passer, ah oui, voilà. Donc le mot qui est revenu, le mot-clé qui a été évoqué notamment par Célestine au tout début de cette intervention, c'est la co-construction de cette démarche qualité. Et la question qu'on pose, c'est en quoi peut nous être utile Waller. Alors je pose une question, mais c'est peut-être déjà prévu en réalité. Est-ce que la plateforme Waller ne peut pas être structurée par la structure elle-même du référentiel, ce qui permettrait de disposer d'un espace par grands critères et de déposer dans cet espace les livrables qui correspondent et éventuellement aussi de créer des fils de discussion pour encourager le travail collaboratif. Alors évidemment, dans le réseau, un réseau de plus de 830 alliances, plus de 90 instituts français, de plus de 90 instituts français, les expertises sont présentes, mais parfois, je pense on l'a tous expérimenté. Parfois, eh bien, nos besoins dépassent nos compétences et il faut aller voir ailleurs, demander à des prestataires externes. Et on n'a pas toujours le temps, on ne sait pas toujours les identifier. L'Institut français pourrait résolument nous aider, nous aide déjà dans ce sens-là, mais en l'approfondissant pourrait nous aider à, désolé, deuxième incartade vis-à-vis de l'Académie française, à benchmarker les prestataires externes, notamment pour les choix de CRM, pour les choix de RP, pour les choix de solutions, d'outils digitaux, pour la mise en œuvre de ces outils, où parfois on est un petit peu démuni. Voilà. Alors, j'essaye de passer à la vignette suivante. Voilà. Comme le disait tout à l'heure Paul, peut-être que le plus simple, c'est de commencer par des livrables simples qui parlent à tout le monde, qui correspondent à des besoins, les besoins les plus importants et les plus urgents en même temps. Donc j'en évoque quelques-uns, ça fera, je l'espère en tout cas, écho pour les personnes qui sont en train de nous écouter, que je salue. J'ai vu qu'il y en avait plus de 90 tout à l'heure, donc c'est très flatteur. Je dirais, alors, on met déjà en œuvre de multiples formations au sein du réseau, c'est déjà un outil assez fort. Mais je vais revenir sur un outil qu'on a mis en œuvre dans le passé, donc qu'on n'a pas eu forcément le temps de mettre énormément en œuvre, mais je pense qu'il y a eu un impact très favorable, en tout cas à Londres, qui était simplement un guide de traitement des objections, puisqu'on a eu à faire face à de nombreuses objections de la part de nos clients au moment du passage en ligne de nos cours. Et au sein des équipes, notamment des équipes pédagogiques, notamment des équipes enseignantes, ce n'est pas une démarche qu'on a l'habitude de mettre en œuvre, qui est de traiter des objections comme on le fait dans le domaine commercial. Donc, on a essayé d'outiller les équipes dans ce sens-là et ça a été partagé au sein du réseau AFIF du Royaume-Uni. Et puis un deuxième point d'accroche qui est en train d'être mis en œuvre, qui est un portfolio de compétences pour l'enseignement en ligne, puisque traditionnellement, nos centres sont des centres d'enseignement en présentiel et on n'a pas forcément développé à large échelle les compétences qui sont nécessaires pour l'enseignement en ligne. Donc pour articuler cette formation, on est en train d'établir un portfolio de compétences qui permettra d'assurer justement, alors là pour le coup c'est vraiment une démarche qualité, d'assurer la qualité de notre enseignement au sein du réseau et d'identifier quelles sont les formations prioritaires. Et puis enfin, un point d'accroche important évidemment qui va dans le sens de la communication d'influence, qui est la valorisation de la langue française, qui typiquement représente le type d'actions qui peuvent être déployées à large échelle au niveau réseau, avec le plan de communication qui est assez superbe, je dois le dire, qui sera proposé à partir de mi-septembre, je crois, par l'Institut français. Et puis en attendant, voilà, je vais passer à la vignette suivante si ça fonctionne. Ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors, bon, je suis désolé, l'image, j'avais préparé une image et puis elle ne s'est pas reportée sur le document, mais on s'est servi de la campagne qui avait été proposée par l'Institut français qui se nommait « Et en plus, je parle français » pour la déployer à large échelle au sein du réseau Royaume-Uni pour valoriser l'apprentissage de la langue française.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole peut-être à Paul qui, à son tour, la retransmettra à Aurore, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci beaucoup, Manuel, pour ta présentation. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions aux différentes interventions. Nous regrouperons l'ensemble des questions en fin de présentation après le témoignage d'Aurore. Et peut-être pour te répondre directement, puisque tu posais une question, Manuel, effectivement, nous sommes en train de voir ensemble, effectivement, pour le Royaume-Uni, de quelle manière on peut répondre à voilà, comment se jeter à l'eau, hein, ce que tu évoquais comme idée. Je pense qu'effectivement, et en partant d'expérience, partir d'un livrable commun, d'un livrable qui parle à tout le monde, sans en faire vraiment un gros schéma, hein, quelque chose de simple, pour rester simple. Mais comme kick-off, comme démarrage, comme starter, ça a vocation justement à pouvoir déjà que les équipes puissent travailler ensemble autour de la démarche commune, réalité, apprendre à voir comment ça fonctionne, et ensuite en construisant sur une première expérience partagée. Donc, dans un champ le plus vaste possible. Je crois qu'il y a pas mal de questions autour de Weller. J'y répondrai en fin de séquence. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Nous avons encore une demi-heure. Aurore, je te cède la parole. Donc, je vais partager ton document. Parfait. Merci, Paul. Donc, moi, je suis Aurore Jarlan. Je suis directrice de l'Alliance française de Rosario. Donc, je fais partie du réseau argentin. Et mon témoignage aujourd'hui va faire suite au témoignage de Nathalie Lecoste-Yebra, notre coordinatrice nationale, qui avait pu partager… En principe, tout le monde le voit. Donc, Nathalie qui avait pu partager… Aurore ? Oui. Range ton micro. C'est bon, pardon. Excusez-nous, c'est de ton côté, Paul, que le micro est coupé, mais ça marche très bien. On voit bien ce qui se passe. Voilà. Parce qu'il y avait, on vous entendait tous les deux, mais tout fonctionne. Nous avons visiblement un petit souci pour t'entendre, Aurore. Attends. Voilà, ça revient. Est-ce que tu peux redémarrer, Aurore, parce qu'on a manqué le démarrage de… Voilà, vas-y, c'est à toi. Donc, parfait. Donc, merci, Paul. Donc, moi, je suis Aurore Jarlan. Je suis directrice de l'Alliance française de Rosario. Donc, je fais partie du réseau argentin. Et aujourd'hui, mon témoignage, il va faire suite aux discussions entamées l'année dernière lors des ateliers à Versailles, mis en place un témoignage proposé par Nathalie Lecoste-Yebra qui mettait en exergue le démarrage de la démarche qualité dans le réseau argentin. Donc, pour un petit rappel, hop, Paul, si tu veux passer à la séquence suivante. Le réseau argentin, c'est un réseau Voilà, le réseau argentin, c'est 53 alliances françaises, donc effectivement un gros réseau, mais si on regarde de plus près, il n'y a que seulement 31 alliances qui ont moins de 100 élèves par an, donc de très petites alliances. Un réseau comme le réseau du Royaume-Uni a 15 000 étudiants, dont la moitié à Buenos Aires, donc ce qui montre l'importance capitale et après le saupoudrage au niveau des territoires. On a la chance d'avoir une coordination nationale qui est appuyée par 4 coordinations régionales. Et en 2018 a été fait un premier état des lieux sur ce réseau un peu atypique, un gros réseau, mais un réseau de petites alliances. Paul, on peut passer sur l'autre slide. Donc, la démarche qualité, elle a été mise en place en 2019, où le réseau argentin a été… Le réseau a testé ce nouveau référentiel, donc avec une réunion physique où la Fondation, l'Institut français étaient présentes autour d'une trentaine de directeurs d'alliances. Et il y a eu le choix d'adoption de la plateforme de gestion de projet Slack pour diviser le travail de la réflexion des démarches qualité.
Et cette plateforme, ça a été une erreur. On a été mal accompagné sur l'adoption de cette plateforme Slack, et on s'est vite rendu compte que c'était difficile de suivre les échanges. On a eu la chance après que 29 directeurs suivent le SPOC de la démarche qualité, donc ça a pris très rapidement le dessus de la plateforme Slack pour faire rentrer les directeurs dans cette démarche qualité. Donc après cette erreur de choix de plateforme par un manque d'accompagnement, la coordination nationale a décidé de mettre en place des groupes WhatsApp. Un réseau qui marche très bien ici en Argentine. Et donc un groupe à la fois pour les présidents et un groupe pour les directeurs. Et là, ça a été une réussite totale parce que les Argentins, les directeurs et les présidents gèrent ce réseau et se sont appropriés directement les groupes pour le partage d'informations et pour préparer les journées nationales du réseau qui ont eu lieu en février cette année, donc 15 jours avant la pandémie, le début de la crise sanitaire. Donc des journées nationales du réseau qui étaient programmées pour faire le bilan de ce premier semestre, et également pour lancer le nouveau plan d'action et montrer une nouvelle plateforme de livrables, une plateforme réseau où tous les directeurs allaient pouvoir poster leur information, leur livrable créé pour la démarche qualité, pour leur institution, et le mettre à disposition du réseau. Donc, comme je disais, Paul, s'il te plaît, donc 15 jours après cette journée nationale du réseau, le Covid est arrivé. Donc, comme toute institution, ça a été une obligation de se dépasser et d'évoluer dans ses pratiques. Le choix d'évolution, Paul, s'il te plaît, le choix d'évolution pour le réseau, ça a été vraiment renforcer la communication, avoir ces compétences, ces capacités d'écoute de chacun, que ce soit vraiment transversal, via à la fois ces groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp, c'est un gros succès, ce sont des échanges quotidiens. Et la mise en place de réunions mensuelles Zoom, des réunions qui sont mises en place par les coordinateurs régionaux. Les coordinateurs régionaux, ce sont les directeurs détachés en région. Un grand travail également d'accompagnement a été mis en place avec des formations pédagogiques, avec des accompagnements dans l'adoption d'outils gratuits, collaboratifs. On pense à la suite Google, on pense à Zoom, on pense également, pas gratuit, mais un accompagnement vers Apple Learn. Et bien sûr, cette évolution, elle a été possible grâce à cet élan de partage de tous les directeurs, des partages à la fois sur les idées, sur les actions et donc de livrables. Où ce groupe WhatsApp a été la source d'un nombre incontestable de livrables. Donc aujourd'hui, on est avec une quantité de livrables qu'il va falloir structurer, qu'il va falloir poser dans notre plateforme régionale. Donc, l'Alliance française de Rosario a fait part également de nombreuses idées. Et on a un contexte assez atypique, parce qu'en période de crise, on a un bilan très positif. On commençait, donc en hémisphère sud, on commençait notre rentrée en mars quand la pandémie est arrivée. Et aujourd'hui, on est à plus 17% d'apprenants par rapport au mois de mars, et plus 4% d'apprenants par rapport à 2019. Donc, pour dire que
Cette pandémie et ce dépassement a été vraiment, comment dire, a été la clé de la clé d'un développement et d'un succès pour l'Alliance. Et là, je vais vous donner vraiment des idées concrètes qui ont été proposées de Rosario et bien sûr partagées au réseau argentin. Paul. Donc, la première chose qui a été faite, ça a été informer tout le monde de la situation, de l'évolution que nous allons prendre, d'accompagner tout le monde, à la fois les personnes travaillant à l'institution, à l'Alliance, les personnes suivant les cours, les personnes qui nous suivaient aussi sur nos réseaux sociaux. Donc vraiment accompagner tout le monde vers ce changement. Une grande partie aussi du travail a été de sonder régulièrement nos amis, nos apprenants, nos professeurs sur leurs besoins, sur leurs attentes et bien sûr les suivre. Sauf qu'on n'avait pas de logiciel de cours. Donc ça a été aussi se réinventer sur quel outil collaboratif et gratuit on peut adopter pour suivre nos étudiants et nos apprenants. Donc ça a été des créations de tableaux, de référentiels utiles à tout le monde. Paul ? Un grand travail de communication a été fait pour remercier, pour féliciter, engager et fidéliser notre cercle autour de l'Alliance française. Donc des petits mots sur les réseaux sociaux. Paul ? Ça a été à un moment donné, parce que le confinement en Argentine, il dure, on est toujours confinés. On s'est rendu compte qu'il a fallu à un moment divertir notre public. Donc, on a créé des quiz, des défis, des ateliers. On a, il y a 2 semaines, commencé à faire voyager les gens. Étant enfermés, on s'est dit pourquoi pas les faire voyager en France et s'aider de nos amis en France pour créer des voyages virtuels. Ça, c'est un grand succès du mois de juillet et qui va continuer. Donc, toutes ces actions-là, à la fois également de se rapprocher des influenceurs locaux, ce sont des démarches que nous avons dû mettre en place pendant la situation du Covid, mais que nous allons continuer à déployer. Voilà. Et pendant ce temps, on a continuellement proposé des nouveaux cours, des ateliers complémentaires, chose qui n'était pas qui n'était pas coutume ici à l'Alliance française où on avait des cours d'été et 3 trimestres. Et là, on s'est rendu compte le besoin de mettre en place des nouveaux cours pour attirer de nouveaux clients et survivre pendant cette crise. Paul. Et donc, un grand travail également de partage de réussite. Comme on sondait les gens, on a voulu partager ces belles réussites pour valoriser toutes les équipes et les apprenants du travail qui a été fait ensemble. Ça a été un des meilleurs postes. On a aussi créé du matériel pédagogique durable. Là, on est en vacances d'hiver et chaque étudiant est parti avec un petit cahier de vacances. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites sur Canva, c'est des choses qui ont été faites par nous-mêmes et qui peuvent être partagées et qui ont déjà été adaptées pour le réseau argentin. Ça a été aussi, grâce à ce virage numérique, de pouvoir former nos professeurs et qui s'auto-forment, c'est-à-dire que leur laisser la possibilité de se former entre pairs. Ça a été grâce à l'application Zoom et de pouvoir enregistrer les classes. Ça a été de pouvoir observer tous nos professeurs en 15 jours, chose qui est complètement impossible en temps normal. Ça a été aussi penser au retour dans les locaux, même si on n'a pas encore de date, mais ça a été de voir comment on allait changer notre alliance. Ça fait 6 mois que nos étudiants sont partis. Comment
on peut changer notre façade, comment on peut réfléchir peut-être à un parcours des sensations pour faire entrer les passants devant l'Alliance à expérimenter l'Alliance française. Ça a été aussi revoir nos salles de classe avec des affichages intérieurs. Ça a été bien sûr repenser au niveau outils numériques nos espaces. Donc là, on a des exemples d'affichage de choses qui ont été faites ici par l'équipe, une toute petite équipe. On a un ETP pour l'administration, un ETP pour la communication et moi-même. Donc vraiment, ça a été je vois Paul qui accélère, je me dépêche. Donc la situation Covid, elle a été vraiment une façon de se dépasser, de se rapprocher et de créer des livrables. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est on va prendre tous ces livrables, les créer et les structurer et bien sûr pouvoir les partager. Les partager, on attend de les partager bien sûr sur Waller. Et Waller, moi je le vois comme une source d'idées, de motivation et d'amélioration. L'Alliance française, elle a travaillé de Rosario, elle a travaillé sur ces livrables-là. Et je suis persuadée que dans le réseau, d'autres institutions ont travaillé sur d'autres livrables. Donc, c'est d'aller chercher ce qui a été fait à un autre moment et le réadapter pour nous-mêmes. Donc voilà, donc on attend maintenant, comme disait Manuel, une boîte à outils structurée et je le rejoins tout à fait sur pourquoi pas le structurer par rapport au référentiel. Là, ce serait vraiment optimal. Et bien sûr, Waller, c'est vraiment le partage entre pairs. Nous, on est une alliance de 600 élèves. Les problématiques d'une alliance de 600 élèves, elles sont souvent communes. Donc voilà, Waller, c'est vraiment pour nous un incubateur de valeur. Donc on attend avec grande impatience le déploiement de Waller et l'adoption de Waller de tous les gestionnaires de centres de langue. Donc voilà un petit peu l'état des lieux et comment l'Alliance française de Rosario et le réseau argentin ont pu sortir de la crise et sortir positivement de cette situation. Merci beaucoup, Aurore, pour ce témoignage. Et donc, ça permet de répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées. Et peut-être nos invités peuvent également porter des informations complémentaires à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins dans l'idée pour Waller, de la plateforme Waller, de pouvoir mettre en place un fil conducteur à travers les différents processus, ce qui semble logique, effectivement, comme travail. Après, les modalités de Waller peuvent être, ça permet de répondre à un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat. Waller, aujourd'hui, quand nous l'avons lancé il y a maintenant un peu moins d'un mois, c'était essentiellement pour essayer de créer un lien, un fil de discussion entre les différents centres de langue, d'Alliance et d'Institut français. Donc oui, il est possible d'ouvrir des fils de discussion différenciés, soit dans le domaine pour l'ensemble de la communauté ou de manière plus resserrée autour de personnes pré-identifiées, donc dans une communication plus privée. Après, Waller propose aussi, nous avons créé ensemble une sphère, la sphère centre de langue. Il n'est pas impossible aussi que nous fassions une évolution afin de créer des sphères plus dédiées à des régions, à des sous-régions, voire éventuellement à des réseaux d'importance. Je pense à l'Argentine, le Royaume-Uni, par exemple. Donc, si vous voyez effectivement qu'il y a un travail à mener dans ce sens-là, pourquoi pas? C'est à étudier. Nous pourrons voir ça ensemble tout prochainement avant que vous puissiez démarrer votre travail. Et toujours autour de Waller, je te laisse, Célestine, ensuite prendre la parole. En termes de modalités d'inscription, donc on vous avait envoyé donc à l'adresse démarche qualité, je vais vous l'écrire dans le chat, démarche qualité@institutfrançais.fr.
Donc, n'hésitez pas à demander l'intégration de Weller pour que vous puissiez bénéficier de cette plateforme. Donc, fil de discussion, chat, mise en place de webinaires, sachant qu'on a une visio qui est intégrée, Big Blue Button, au sein de Weller, qui permet aussi de mettre en place des formations, des ateliers au sein de formations, ce qui permet de créer du travail différencié. Donc, c'est aussi un choix, on s'est porté là-dessus. Nous pourrons, au sein de la boîte à outils, être véritablement dans la co-construction. À partir de septembre, Weller proposera également une particularité d'éditer les outils en live, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, à Rosario, vous proposez un Canva, à Buenos Aires, ils pourront le corriger à leur guise, et Mendoza pourra apporter eux-mêmes leur contribution. Donc, c'est une plateforme qui permettra un travail collaboratif assez intéressant. Célestine. D'abord pour la blague, mais pour vous spécifier que nous n'avons pas d'action chez Weller. On en parle beaucoup, mais c'est vraiment le réseau social intéresse, c'est cette fonctionnalité que nous permet cette plateforme de vraiment échanger. Et effectivement, pour compléter ce que tu dis, tu parles vraiment de cet espace collaboratif. Un autre enjeu pour nous aujourd'hui, c'est l'adaptabilité et le fait d'être en capacité d'évoluer dans la façon dont on envisage la collaboration, le travail et l'échange avec les partenaires, avec le réseau, avec les différents acteurs pour permettre d'avoir une réponse qui est tout à fait adaptée. Tout à l'heure, on avait un collègue qui nous demandait justement sur cette question des sphères et toi, tu disais qu'il y avait cette possibilité, Paul, d'ouvrir des sphères. Ça reste des possibilités et vraiment on choisit d'opérer en fonction de ce qui est efficace et pertinent au moment où ça se développe. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on est heureux d'avoir ces témoignages, qu'on invite dans le chat, mais aussi au-delà de ce chat, de vous demander d'avoir des retours de votre part, puisqu'on veut vraiment construire quelque chose d'efficace et qui permette à la fois d'avoir des interventions d'experts. Et tout à l'heure, on parlait des livrables qui avaient déjà pu être produits et de documents de référence, documents partagés qu'on pouvait retrouver dans cette plateforme. Ça permet d'avoir une réflexion réellement collective, mais aussi de se laisser les moyens d'échanger et d'avoir quelque chose qui soit différencié à un certain moment pour, comme tu l'indiquais tout à l'heure, avoir peut-être quelques échanges plus en lien avec des alliances ou des instituts qui vont avoir un public autour de 600 personnes, d'autres beaucoup plus modestes ou beaucoup plus grandes aussi, et de vraiment construire collectivement pour à la fois être adapté et tenir parti des bonnes idées qui émergent à droite et à gauche. Voilà. Très bien. Il y avait une autre question qui avait été formulée par Marie Odigier qui était relative au séminaire. Et là aussi, je te recède la parole, Paul, mais c'est vrai qu'on est là aussi dans une construction pour l'année à venir. Quand on exposait en début, et Paul le présentait, notre besoin d'avoir un déploiement beaucoup plus large et général de la démarche qualité face à des enjeux qui ne sont pas propres à un établissement, mais partagés par l'ensemble du réseau. La DGM et l'Institut français ont réfléchi à cette question et proposé de mettre en place pour l'année prochaine des séminaires régionaux. Et la proposition de Marie Odigier est très intéressante parce que c'est vraiment dans cette perspective-là. Et qu'à la fois, il y a un besoin de mutualiser les formats et de peut-être pouvoir partager de la part de Marie la méthodologie utilisée, le format, et pour pouvoir envisager la réplicabilité de ce format. Mais aussi, nous, de notre côté, nous sommes en train de construire le programme des séminaires de l'année prochaine et vos sollicitations, vos suggestions sont intéressantes parce qu'elles nous permettront d'avoir des séquences ad hoc puisque réellement pensées avec vous. Et je pense que tu peux compléter, Paul, parce que ça reste très général. Oui, non, c'est exactement ça. Là, nous avons avancé pour répondre aux plus urgents pour les centres de langue, mi-juin, mi-juillet. Ce qui est important maintenant pour nous, c'est cette première phase d'essayer d'écouter, de sonder. Nous allons sonder différentes personnes au sein du réseau pour voir le retour que vous faites des premières impressions sur Weller. Pour nous, c'est essentiel afin de pouvoir bâtir aussi et de construire et de s'adapter par rapport aux différentes situations très, très prochainement. À ce sujet,
Je tiens à préciser que nous allons lancer un appel en début septembre à participation. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu viens de dire, cette idée aussi de co-construction, un appel à participation pour l'ensemble des webinaires que nous allons organiser dans le futur autour de Weller. Donc, n'hésitez pas non plus à vous porter volontaire. Voilà. Nous sommes à 1h25, je crois qu'il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si Anne, Manon, de votre côté, vous souhaitiez rajouter quelques précisions. Jean-François, bien sûr. Ton micro, Jean-François. Deux présentations fort intéressantes que nous avons eues. J'ai bien noté qu'il était question de partage, de livrables, de propositions et que, encore une fois, elles sont attendues. Mais nous le savons, nous, à la Fondation, puisqu'on nous interroge et je vois déjà dans ce que vous avez présenté des réponses qui intéresseraient des équipes qui, elles, démarrent juste parce que le Covid les amène à démarrer seulement maintenant, la réflexion que vous menez déjà depuis plusieurs semaines, ou parce que des changements d'équipe. Je crois qu'il faut avoir en tête aussi que nos collègues se succèdent, nos collègues à la rentrée, de nouveaux collègues arriveront, prendront des postes. Et pour ne pas perdre le temps, seront fort intéressés par tout ce qui sera à la disposition du réseau dans les boîtes à outils et dans les forums. Donc, encore une fois, on est véritablement dans l'idée du partage et la rentrée prochaine, je crois, va en être un exemple très clair. Oui, du côté de la DPM, vous voulez vraiment… Manon, on va mettre le micro. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Ouais. Du côté de la DPM, je voulais vraiment remercier aux Français de se montrer vraiment résilients et de s'adapter face à cette crise vraiment inouïe des derniers mois et d'avoir fait preuve vraiment d'inventivité. Donc d'avoir été vraiment réactif en ce qui concerne la mise en place de cours à distance, d'activités culturelles, etc., comme Aurore l'a bien montré. Vraiment, et voilà, merci à l'Institut français d'avoir vraiment bien joué son rôle là et d'avoir été aussi très réactif. Très bien. Peut-être en arrivant au terme de notre intervention, on arrive à 1h30, je crois. Alors, je ne sais pas si ça coupe directement. Je crois que c'est l'enregistrement qui coupe, il me semble. Voilà, c'est ça. Simplement pour vous donner quelques précisions. Alors, bien sûr, nous pouvons continuer ces échanges sur Weller, donc n'hésitez pas à nous écrire pour continuer ces échanges. Il y a de nombreuses questions, notamment par rapport aussi au référentiel, donc afin de poursuivre notre discussion. Donc, vous retrouverez, ça a été mis aussi dans le chat, donc à démarchequalité@institutfrançais.com pour faire votre demande. Vous retrouverez l'ensemble des replays des webinaires qui se sont tenus les derniers mois, ainsi que la boîte à outils avec les exemples que nous avons cités donc sur Weller. Je vous signale également que le prochain webinaire se tiendra le mercredi 23 septembre à 14 h. Il sera question de professionnalisation d'équipes pédagogiques avec, en l'occurrence, l'Alliance française de Paris-Île-de-France. Voilà. Bah, écoutez, si tout le monde, Manuel, Aurore, c'est bon? Rien à rajouter? Bon. Bah, écoutez, je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir bien voulu participer, et Jean-François en particulier, d'avoir accepté cette co-animation. Je vous souhaite donc un grand merci. Merci également à la direction de la formation et à Naïma d'avoir bien voulu suivre aussi le fil de discussion. Donc, merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons d'excellentes vacances pour ceux qui partent en vacances ou ceux qui continuent de travailler. Bonne continuation et à très bientôt sur Weller. Au revoir. Merci. Au revoir, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.